Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 26 janvier et nous avons au sommaire de cette émission 4 rubriques passionnantes. Actualité. Le sujet portera sur les inégalités faites aux femmes. Sport. Nous nous intéresserons à la préparation de l'équipe de France de football. Littérature. Nous ferons connaissance avec l'auteur Jean-Marcel R qui a bien voulu nous accorder une interview exclusive. Et enfin du cinéma avec la sortie du dernier Star Wars qui fait déjà beaucoup parler. On commence tout de suite avec Carla, avec la rubrique féministe. Bonjour Carla. Voilà. Bonjour Lucas. Parlons donc de la violence faite aux femmes et de l'inégalité entre les deux sexes. On a choisi ce sujet car il est au cœur de l'actualité avec l'affaire Weinstein et ses abus sexuels qui fait polémique à l'étranger, ainsi que le président Emmanuel Macron qui a fait son discours pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de son quinquennat. Pour ce projet, nous sommes allés interroger des personnes d'Ancêtre afin de connaître leur avis sur ce sujet. D'après une étude, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016. Qu'en pensez-vous? C'est horrible, horrible. Parce que je trouve qu'à notre époque, c'était effroyable. Mais c'est sur le territoire, c'est chez nous, donc c'est effroyable de voir qu'à notre époque, il y a des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou par... Ça ne devrait pas arriver à notre époque, c'est tout. Je pense que c'est toujours trop. Surtout par ma profession. Vous faites quoi? Donc, maintenant je suis à la retraite, mais j'ai été sage-femme. Avez-vous déjà été victime ou témoin de harcèlement ou du sexisme? Non, heureusement pour moi. Non. Ah non. Mais dans le car ou dans le métro, moi j'habite à Lyon, ça oui, ça m'est arrivé, hein, que des... Mais bon, on est tellement serré, vous pouvez même pas vous retourner. Alors après, quand on avait l'espace, qu'on descendait, on disait espèce de salaud et puis c'était tout. Hein. Ben oui, on pouvait rien faire. Voilà. Mais au travail, par contre, là, non. Au travail, là je me suis... Ben oui, j'ai eu des trucs, hein, comme tout le monde, mais là, je me suis jamais laissé faire. Même que j'avais 20 ans, alors je disais que c'était des vieux parce que moi c'était passé un jour avec un comptable qui me chatouillait, je me suis bien retournée et je lui ai dit espèce de vieux con, t'as rien à faire. Je me suis jamais laissé faire. Moi, Ah oui, bien sûr. Oui. Dans quoi? Évident. Du harcèlement, c'est-à-dire déjà un petit peu au travail. Moi j'ai pas vécu ça de façon violente parce que on avait peut-être aussi les armes pour se défendre. Parce que si vous voulez, notre famille, moi je pense que c'est important que les jeunes filles surtout soient éduquées et soient bien dans leur famille. Ouais. Et c'est la maman aussi qui joue, si vous voulez, ce rôle de transmettre. Ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Moi, je n'ai pas eu de fille, mais j'ai toujours été consciente que vraiment ça doit être important. Oui, c'est vrai. La maman, elle doit bien dire, avertir, etc. Et quand on sait, on a déjà un peu les armes pour se défendre. C'est vrai. Êtes-vous au courant des mesures proposées par Emmanuel Macron dans son discours contre les inégalités hommes-femmes? oui, j'en ai entendu parler, mais là, je me souviens pas. Je suis au courant d'une partie, surtout au niveau des salaires, au niveau du travail, qu'un emploi doit être, un même emploi, ça doit être, au niveau de la rémunération, que ça doit être aussi bien, la rémunération doit être égale aussi bien un homme qu'une femme, si on prend le même boulot. Là aussi, par contre, le harcèlement, il faut faire, enfin, je trouve maintenant, parce que si un homme trouve une femme, il faut pas trop aller, je trouve, ça a toujours été... il y a des limites, il ne faut pas non plus aller vraiment dans... Parce que donc, tu diras, tu as des jolis yeux, tu as des... De suite, c'est... Oui, il y aura complètement. Mais il faut y arriver à ça, c'est pas évident. En théorie, oui, mais en pratique. Je suis un petit peu, mais vraiment tout ce qu'il a dit, pas vraiment, enfin pas à 100%. Quelles mesures proposeriez-vous pour lutter contre le sexisme?
Là, je peux pas dire, ça me vient pas ce que je pourrais proposer. Quelle mesure pourrait marcher? Quand les hommes se rendront compte que les femmes sont leur égales. Je ne sais pas si on peut légiférer à la main. Enfin, légiférer sûrement, mais si on peut prendre des mesures, vous savez, c'est l'éducation, ça. C'est une affaire d'éducation, c'est pas une affaire de loi ou quoi que ce soit. Mesures, déjà, moi je vous dis, l'éducation des femmes et puis des hommes aussi. Les hommes aussi. Et puis qu'on essaye de vivre en bonne intelligence, en bonne entente, pas qu'il y ait des rivalités. Main au derrière, elle met la main aux couilles. Et ben là, elle le disait, mais oui, si on faisait tous comme ça, enfin, il faut avoir le courage de le faire. Et puis pas se laisser faire. Mais non. Peut-être qu'à votre génération, c'est peut-être plus dur parce que. Faut pas laisser passer. Faut pas laisser passer des trucs comme ça. Et ancienne sage-femme, puisque je suis à la retraite, les filles, il faut que vous vous battiez pour avoir une bonne profession, un bon diplôme, et puis que vous arrivez déjà, voilà, je ne veux pas dire en terrain conquis, non, mais au moins que vous avez ce qu'il faut dans votre besace. C'est vrai, merci. Eh ouais. Eh bien, merci Carla. On retrouve à présent les sportifs pleins d'énergie et pour parler de la préparation de l'équipe de France de football. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver sur ce plateau. On débute avec Nathan qui va vous informer sur la sélection des joueurs. Bonjour, nous allons parler de la sélection des joueurs. L'entraîneur de la nation doit choisir ses joueurs de même nationalité afin de créer une équipe. Les joueurs sont choisis en fonction de leur performance en club. Nous allons voir plus précisément l'équipe de France. L'entraîneur est Didier Deschamps, le stade est le Stade de France et le capitaine est Hugo Lloris. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Allez, t'as juste à cliquer ici là. On retrouvera à présent Enzo qui s'est intéressé à l'entraînement de l'équipe. Bonjour Lucas. 7 jours avant le match, les joueurs sont appelés à Clairefontaine pour se renforcer physiquement et mentalement. Voici l'emploi du temps de la semaine. Jour 1, les Bleus vont s'entraîner puis vont faire un petit footing. Jour 2, ils vont faire du vélo en ville et signer les autographes. Jour 3, les joueurs vont à la salle de sport pour se renforcer physiquement. Jour 4, entraînement à huis clos et en fin de journée une séance de kiné. Jour 5, jour de repos. Jour 6, dernier entraînement avant le match puis entraînement tactique. Et jour 7, c'est un jour de match. Très bien. À toi Otman pour nous éclairer aussi sur l'ambiance dans les vestiaires. Bonjour Lucas. D'abord, les joueurs rentrent dans les vestiaires et se changent. Ensuite, ils prononcent chacun leur tour un discours pour se motiver mentalement. Et ensuite, pour se détendre, ils écoutent tous de la musique. Pour cela, nous allons voir une vidéo. On a travaillé dur pour arriver jusque-là, les mecs. Même si on a des parcours différents, les mecs. On n'a pas le droit de lâcher maintenant, c'est pour nous. Et je veux voir des chiens affamés sur le terrain, les mecs. Y a rien pour eux, c'est pour nous, les gars. Eh bien, c'est simple. Celui qui lâche aujourd'hui, il laisse tomber un frère. On a dit on est une famille. Celui aujourd'hui qui met pas le bleu de chauffe, il laisse tomber un frère, les gars. On doit être conscient de ça. On va sur le terrain, on va pour gagner. C'est une finale ça se joue pas, ça se gagne. Seulement ça se gagne les gars. J'ai confiance en vous tous les gars, voilà vous êtes tous mes frères aujourd'hui. Je vais me battre pour chacun d'entre vous les gars.
Mais il faut faire pareil pour tout le monde. On se bat pour l'un d'entre nous. C'est ça, c'est comme ça. On va gagner ce putain de match, les gars. Allez, les gars, allez là. Allez, les gars. Allez, ça. Tous prêts, les gars, tous prêts, les gars. On a besoin de tout le monde, les gars. Les mecs, le fruit de notre travail ce soir, on va récolter. Il faut, allez, allez. Merci à vous les sportifs et vivement notre liste des prochains matchs. Parlons maintenant littérature avec notre expert Lilian qui a eu le privilège de rencontrer le très discret mais non moins fameux JMR. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec notre interview du jour. On va accueillir un célèbre écrivain, professeur au lycée Joliot-Curie de Sète et scénariste de l'émission Made in Groland de Canal+. Je parle bien évidemment de Jean-Marcel R. Il publie aux éditions Buchet-Chastel des romans mêlant suspense et humour. Son dernier ouvrage, paru en 2016, Le Grand N'importe Quoi, racontait l'arrivée d'une soucoupe volante dans un petit village en 2042. Une histoire pleine de fantaisie et distrayante. Nouveau défi pour l'auteur à présent, c'est l'écriture de romans pour enfants comme le livre Comment se débarrasser d'un vampire, paru en 2016. À présent, je vais vous laisser la parole à notre intervieweur Mathis. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, qui êtes-vous? Alors, je suis Jean-Marcel R, avec une double casquette, professeur au lycée Joliot-Curie et auteur de romans. Comment en êtes-vous arrivé à faire tous ces métiers? Tous les métiers, même professeur? Oui. Alors, ces métiers, ils ont un lien. Le lien entre professeur de français et écrivain, c'est la lecture. Donc, au départ, il me semble, à l'origine des deux métiers, il y a le goût de la lecture, le plaisir des livres, qui vous amène à faire des études liées à la littérature et qui vous amène aussi, après avoir lu beaucoup et avoir été passionné par le processus de l'écriture, à tenter soi-même d'écrire. Par quel métier avez-vous commencé? Par professeur. J'ai commencé par professeur, je suis venu à l'écriture beaucoup plus tard. L'écriture, j'y suis venu vers l'âge de 30 ans, après avoir justement beaucoup lu, notamment de la littérature policière. Et j'ai voulu comprendre comment le mécanisme de la littérature policière fonctionnait. Et donc je me suis mis à construire moi aussi des intrigues autour de la littérature policière. Et comment trouvez-vous le temps de faire tous ces métiers? Alors j'essaie de jongler avec le temps, effectivement. C'est une activité qui a l'avantage de cette activité d'écriture, c'est qu'on peut la faire lorsqu'on trouve le temps. Donc certaines semaines, j'ai des plages de temps beaucoup plus larges, je peux m'investir beaucoup dans l'écriture. D'autres semaines, je laisse plus de place à l'enseignement, quand je dois corriger vos copies notamment, qui me prennent beaucoup de temps parfois. Donc c'est très, très variable en fonction des semaines, en fonction des périodes de l'année, et je m'adapte en fait. Donc j'ai la chance de pouvoir écrire sans avoir besoin de beaucoup de temps de préparation, je n'ai pas besoin d'avoir des heures et des heures devant moi. Et il m'arrive parfois d'écrire même entre 2 heures de cours. Je prends mon ordinateur et je me lance dans l'écriture. Et lequel de ces métiers est le plus intéressant pour vous? Alors c'est deux métiers qui sont passionnants et qui sont complémentaires surtout. C'est-à-dire que l'enseignement, vous êtes face à un public, vous êtes dans la relation permanente avec des élèves. L'écriture, vous êtes au contraire dans la solitude, vous êtes uniquement dans votre univers personnel. Donc ça se complémente bien, ce côté être en contact avec les autres et puis se retirer dans son monde intérieur grâce à l'écriture. C'est un bon équilibre. Alors que l'écriture seule, peut-être au bout d'un moment, vous pouvez devenir un peu fou dans votre univers. Professeur, vous pouvez aussi devenir un peu fou dans votre univers. Donc finalement, vous soignez votre risque de folie des deux côtés en alternant. Et concernant votre métier de scénariste, comment vous êtes-vous retrouvé à Groland? Alors là, Groland est venu à la suite justement de l'écriture de romans qui ont été lus par les créateurs de l'émission Groland, qui ont élu ce roman-ci, La fin du monde a du retard, ils l'ont élu un grand prix de la littérature grolandaise. Et donc, ça m'a permis de rencontrer les créateurs et d'avoir cette proposition d'écrire pour eux. Donc chaque semaine, c'est la 4e saison maintenant, depuis 4 ans, j'écris chaque semaine des sketchs pour la télévision. Donc là encore, c'est une autre activité très différente de l'écriture de romans, où vous êtes
seul dans votre univers, je disais, alors que là, vous devez entrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Vous devez répondre à des demandes précises. Écrire pour la télévision, ça a des conséquences en termes d'économie. On doit donc écrire dans un minimum de décors, avec un minimum de personnages, faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher. Alors que dans le roman, on est parfaitement libre. Si je veux écrire dans un roman une scène avec 10 000 figurants, je peux écrire mes 10 000 figurants, ça ne coûte rien. Alors que dans un sketch, avec 2 personnages déjà, c'est suffisant. Et dans les sketchs, qu'est-ce qui vous plaît? Moi, j'écris, le point commun entre toutes mes activités d'écrivain, c'est une écriture humoristique. J'écris des sketchs comiques, j'écris des textes comiques. Donc ce qui me plaît, c'est d'explorer tous les types de comiques. Comment on peut faire rire à travers l'écriture, donc la pure imagination du lecteur, qui va essayer de se représenter ce qu'on a écrit, alors que les sketchs, ça va être mis en scène par un réalisateur, avec des acteurs, ça sera des images. Et donc là, on est dans un autre rapport à l'humour. Alors ce qui me plaît, c'est d'explorer différentes catégories d'humour. Et quels sont les scénarios que vous avez écrits pour Groland? Les scénarios pour Groland? Oui. Alors j'ai écrit plus de 150 sketchs pour Groland. Donc il y a toute une gamme très importante. On peut en voir... Alors, si vous regardez Groland, vous ne pourrez pas savoir quels sont mes sketchs. Les auteurs sont crédités au générique, mais vous ne pouvez pas savoir lequel de ces sketchs est à moi. Donc ça restera toujours une surprise, mais si vous allez sur YouTube, il y a pas mal de sketchs de Groland qui sont présentés, et je pourrais vous donner des titres si vous voulez en découvrir. D'accord. Et lequel de ces scénarios avait pris le plus de plaisir à écrire? Parmi tous les scénarios de sketch? Ouais. C'est difficile de... Il y a toujours un plaisir, en fait, qui est double quand on écrit un sketch. C'est le plaisir d'abord de trouver une idée, parce que chaque semaine, il faut arriver à avoir 2-3 idées à présenter aux gens qui sélectionnent vos sketchs. Donc déjà, le plaisir de trouver une idée, le plaisir d'arriver à la mettre en forme de la façon la plus efficace, et puis le plaisir de voir comment le sketch est réalisé. Ça, c'est une grosse différence par rapport au roman, c'est que quand vous écrivez un scénario, vous avez une idée vous-même de comment le mettre en scène, mais c'est un réalisateur qui va s'en charger. Alors parfois on est surpris, favorablement ou défavorablement. Parfois le sketch est bien meilleur que ce qu'on imaginait, il a été mis en scène avec efficacité, rythme, et parfois on a l'impression que sa propre idée a été complètement oubliée et a été gâchée par la réalisation. Alors s'il y en a un que je dois mettre en avant, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle « C'était mieux avant ». Alors je suis parti de l'expression « c'était mieux avant » que beaucoup de gens emploient, et j'ai réfléchi sur l'origine de cette expression et je suis parti à la recherche dans le passé de quelle époque était la meilleure époque. Alors si vous voulez aller voir ce sketch, vous aurez la solution à la fin du sketch. Et votre inspiration, d'où vient-elle? L'inspiration, elle vient... Pour l'humour, l'inspiration, elle vient du quotidien, il suffit d'observer autour de nous et de voir qu'il y a des sources d'humour absolument partout. Nous tous, nous passons notre temps à rire des défauts des autres, à rire des paroles des autres. Et après, on peut franchir le pas et se mettre à essayer de restituer tout ça dans un sketch, dans un roman, dans une pièce de théâtre, dans un scénario. Et concernant vos livres, comment fonctionnez-vous? C'est-à-dire, explicitez votre question. C'est-à-dire le processus d'écriture, comment j'en viens à construire un roman en fait, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. C'est un long processus, un roman, hein. C'est très très long. C'est sur à peu près une période de 2 ans que se construit un roman, par étapes. Alors il y a plusieurs façons d'écrire des romans. Il y a des auteurs qui écrivent d'abord un plan, comme une dissertation, qui prévoit chapitre après chapitre tout ce qu'ils vont écrire, du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai un fonctionnement inverse. Moi, je pars à l'aventure dans une histoire. Je commence avec une idée de départ. Je ne sais pas du tout où elle va me conduire, et mon plaisir, c'est de partir de ce point de départ et de voir comment mes personnages vont se mettre à vivre et à construire autour d'eux finalement une aventure. Je suis plus le lecteur de mon histoire que l'auteur. Chaque jour, je découvre un peu plus ce que les personnages sont capables de faire. Donc c'est une construction à l'aventure, une construction sans plan défini. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Lian et à la semaine prochaine pour d'autres découvertes littéraires. On termine sans plus attendre avec la rubrique cinéma concoctée par Anastasia et son équipe.
Au menu, le dernier volet de la saga Star Wars. Bonjour Nastasia. Bonjour Lucas, bonjour à tous et bienvenue dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, nous allons vous faire part de notre film coup de cœur, Les Derniers Jedi, qui est sorti le 13 décembre au cinéma. C'est le 8e épisode de Star Wars qui aura su faire attendre avec impatience les fans de la saga. Mais qu'est-ce que le public en a pensé? Je vous laisse avec Chloé Humbert qui est allée à sa rencontre. Que vous pensez du dernier Star Wars? J'ai trouvé qu'il était moins bien que le précédent et un peu décevant au niveau de l'histoire. Ça va, il était bien, enfin il était mieux que le 7. Alors j'ai trouvé très bien. J'ai bien aimé, c'est marrant. Bon, il est assez différent des autres. Il y a un peu plus d'humour. Avez-vous vu toute la saga? Oui. Ouais, je les ai tous vus plusieurs fois. Entièrement, oui. Oui. Avez-vous vu une amélioration au niveau des effets spéciaux? Oui, quand même, clairement, ça a bien évolué, ouais. Oui, mais sans plus. Alors, avec les tout premiers épisodes, avant qu'ils soient remasterisés, oui, bien sûr, parce que c'était vraiment très différent. Maintenant, après, avec les 4 derniers épisodes, non, pas spécialement. Quel est votre Star Wars préféré? Je dirais l'Empire contre-attaque. Le 3. Rogue One. Le Star Wars numéro 1, la menace fantôme, c'est la menace fantôme. J'aimais bien, on découvrait Darth Vader petit et gentil. Le public a dans l'ensemble bien aimé. Merci Nastasia et à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec tous les chroniqueurs pour d'autres aventures dans le monde d'aujourd'hui.